va bien. Est-ce que tout le monde nous entend en ligne? Je pense que ce sont peut-être pas tout à fait assez fort. Donc bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette troisième formation de l'École du Progrès. Après le travail et l'histoire du droit du travail il y a 2 semaines avec Gérard Filoche et Romain Géanin, animé par Alice qui est parmi nous ce soir. Et la semaine dernière, l'Union européenne et sa construction libérale, qui avait été animée par Annabelle Huet et Roberto Romero. Et bien, ce soir, c'est Guillaume Duval qui vient nous parler du bilan d'Emmanuel Macron. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Guillaume Duval, qui est journaliste, alors je ne sais pas comment tu souhaites que je te présente, mais qui est journaliste, ancien éditorialiste d'Alternative économique, et qui a publié un livre il y a quelques mois, notamment sur le bilan de Macron, justement, qui s'appelle L'impasse, comment Macron nous mène dans le mur. Ce qui nous raconte un petit peu la fin de l'histoire. Voilà, merci beaucoup, Guillaume, d'être là ce soir. Je te laisse la parole. Oui, bonsoir. Et tout d'abord, merci à Francis, merci à l'École du Progrès pour l'invitation. Oui, alors Emmanuel Macron, donc c'est une histoire qui est assez importante pour moi parce que donc j'ai 65 ans, je suis un vieux mâle blanc. Ça fait maintenant 50 ans que je fais de la politique, essentiellement, enfin toujours dans ce qu'on appelle la gauche de gouvernement. Donc je m'étais beaucoup battu pour l'élection de François Mitterrand en 1974, en 81, pour celle de Jospin en 95, etc. Toujours donc dans ce camp-là, et c'est vrai que le fait qu'Emmanuel Macron arrive au pouvoir et fasse la politique qu'il a fait en s'appuyant beaucoup sur des anciens socialistes, c'était pour moi vraiment quelque chose d'important et de grave, une rupture importante dans l'histoire et une rupture importante dans l'histoire de la gauche en particulier. Et il me semblait important aussi, dans le contexte d'aujourd'hui, d'expliquer en quoi cette personne et les gens qui le suivent n'ont rien à voir avec ce pourquoi je me suis battu depuis un demi-siècle, donc, et pourquoi c'est une perspective très dangereuse qu'il trace pour le pays. Ça me semblait d'autant plus nécessaire qu'apparemment, il y a encore des gens de gauche, entre guillemets, qui considèrent que ça peut être un moindre mal pour l'avenir. Alors, je sais bien que l'alternative à gauche aujourd'hui a du mal à se dessiner et à paraître pouvoir le mettre en danger. Mais je pense qu'il faut bien mesurer ce qu'il signifie, ce que son arrivée au pouvoir signifie dans le pays, pour le pays et pour son avenir. Donc je vais le faire autour de 4 sujets. Donc moi je suis un ancien journaliste économique, ça a été dit, donc ce sera essentiellement sur les domaines économiques et sociaux que je vais intervenir et dire des choses. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense que vous aurez des gens plus experts que moi pour les dire sur les questions de liberté, de justice, de migration aussi, etc., dans la politique d'Emmanuel Macron. Mais peut-être avant de venir sur les sujets à proprement parler économiques et sociaux, d'abord un sujet qui est absolument central, c'est le bonapartisme d'Emmanuel Macron. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait donné un interview en 2016, je crois, à l'hebdomadaire 2015, à l'hebdomadaire Le 1, où il disait donc il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. La terreur a créé un vide émotionnel, imaginaire collectif. Le roi n'est plus là. On a essayé ensuite de réinvestir ce vide, d'y placer d'autres figures. Ce sont les moments napoléoniens et gaullistes notamment. Le reste du temps, la démocratie française ne remplit pas l'espace. On le voit bien, etc., etc. Donc, on voit dans cet extrait sa vision de la politique qui est vraiment celle qu'il a mise en œuvre
depuis son arrivée au pouvoir. Donc une conception très jupitérienne, verticale de la fonction présidentielle. Je pense qu'une des choses qu'il reproche le plus à François Hollande, une des choses qu'il lui a jamais pardonné, c'est d'avoir voulu se présenter comme un président normal. Je pense que pour lui, c'était un crime de lèse-majesté d'envisager que la fonction présidentielle, le président de la République, puisse être considéré comme un citoyen parmi les autres dans le pays. Donc c'est, je crois, très central dans sa posture, dans sa position. C'est une affaire qui vient de loin. Enfin, le bonapartisme, ça fait partie de l'histoire du pays, donc depuis plus de 2 siècles maintenant. Ça a marqué en particulier très fortement la construction de l'État français. Si vous voulez, la France, c'est un pays qui a été pionnier dans le domaine de la construction de l'État-nation avec le Royaume-Uni. Ça s'est fait, donc c'est les rois qui ont commencé par construire ça. Donc ils ont construit un État dans la perspective de limiter le pouvoir de leurs nobles, de leur piquer les prérogatives et de centraliser tout ça à Paris, à la cour, etc. Mais ensuite, ce travail a été poursuivi en fait à la Révolution française. Donc on aurait pu penser dans un premier temps que la Révolution marquerait une rupture par rapport à ce travail de centralisation, de construction d'un État central fort. Mais en fait, ça n'a pas été le cas. Donc les Girondins ont été battus par les Jacobins et ils ont poursuivi ce travail. Mais ce travail a été surtout consolidé ensuite par un général, donc, que vous connaissez, qui est Napoléon Bonaparte, donc, qui a profité des désordres de la Révolution pour imposer sa dictature. Je suis toujours étonné d'ailleurs de la façon dont il conserve une assez bonne image de marque en général en France, alors que son exercice du pouvoir a été un désastre pour les Français, avec des centaines de milliers de morts. Il y en a eu beaucoup plus chez les autres, mais des centaines de milliers de morts chez nous, plus la première invasion étrangère, occupation étrangère du pays depuis la guerre de 100 ans. Enfin bon, donc c'est Napoléon Bonaparte qui a construit les bases de l'État français tel qu'il est aujourd'hui, mais il les a construits parce qu'il était un général, donc sur le modèle de l'armée, donc un État vertical, autoritaire, où le pouvoir descend. Si vous voulez, l'appareil d'État français n'a jamais été conçu pour être au service de la nation, des citoyens. Il a été conçu par les rois et par Bonaparte derrière. Mais c'est aussi le cas ensuite d'un autre général qui est venu consolider tout ça dans la dernière période, donc c'est le général de Gaulle. Il a toujours été conçu comme devant être au service du prince pour modeler la société française à l'image de ce que le prince voulait faire. Il a toujours été conçu comme devant être au-dessus et en dehors de la société pour la modeler. Et dans cet appareil d'État conçu sur le modèle de l'armée pour faire ça, donc qui n'est pas un appareil d'État qui est au service des citoyens, il y a en particulier une haute administration avec des gens que vous connaissez bien, qu'ils appellent les énarques aujourd'hui depuis tout l'après-guerre. Et ces gens-là ont une conception, enfin ces gens-là donc viennent d'un milieu sociologique très fermé, parce qu'ils appartiennent, donc ils viennent là parce qu'ils étaient dans les bonnes écoles, les beaux lycées, les grandes écoles, etc., etc. Donc c'est un milieu sociologique très fermé, de gens qui sont donc les généraux de cet État français et qui considèrent qu'ils savent mieux que les Français ce qui est bon pour l'avenir du pays, et que c'est eux, parce qu'ils sont très intelligents, qu'ils ont eu des beaux concours quand ils étaient jeunes, etc., qui savent mieux que les citoyens ce qu'il faut faire. Ça fait 40 ans maintenant que ces gens-là ont été des néolibéraux convaincus dans leur ensemble. Ça peut paraître bizarre, mais j'y reviendrai tout à l'heure, mais en général, le néolibéralisme, c'est quelque chose qui est porté beaucoup plus vigoureusement par des hauts fonctionnaires que par vraiment des gens du secteur privé, en fait.
dans le monde entier, les gens qui ont vraiment poussé très loin le néolibéralisme et qui l'ont mis en œuvre très vigoureusement, ça a été très souvent aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne. Ça a été très souvent des hauts fonctionnaires qui avaient une vision très idéologique des choses, ou à Bruxelles, une vision très idéologique des choses et de l'économie en particulier et de la manière dont elle marchait et devait marcher. En tout cas, en France, donc, ces hauts fonctionnaires sont, depuis 40 ans, depuis le début des années 80, très convaincus que ce dont la France manque, a besoin, c'est d'un peu de thatchérisme à la française. Ils n'ont jamais vraiment réussi à mettre ça en œuvre, enfin un petit peu avec Mitterrand dans les années 80, un petit peu avec Balladur et Chirac aussi. Mais globalement, il y a eu toujours des résistances assez fortes à la mise en œuvre de ces choses-là. L'arrivée d'Emmanuel Macron à la tête de la France, c'est la prise du pouvoir direct de ces hauts fonctionnaires qui profitent de la crise des partis politiques traditionnels pour mettre la main directement sur le pouvoir d'État au plus haut sommet. Donc, une des caractéristiques extraordinaire qu'a Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, il n'a jamais été élu, il n'a jamais été confronté au suffrage universel. En fait, il n'a jamais non plus eu réellement de travail dans le secteur privé. Donc, il a passé 3 ans chez Rothschild dans la banque d'affaires. Mais 3 ans chez Rothschild dans la banque d'affaires, quand vous êtes inspecteur des finances, ça consiste pour l'essentiel à profiter du carnet d'adresses que vous avez acquis quand vous étiez au sein de l'appareil d'État, à la fois dans le secteur privé et dans l'appareil d'État. C'est pas vraiment du travail entrepreneurial de gens qui ont créé leur boîte, leur entreprise, etc., etc. Donc, toujours est-il que Emmanuel Macron, c'est la victoire de ces hauts fonctionnaires ultralibéraux, néolibéraux, qui étaient déjà très puissants au sein du PS dans la période précédente. Ça fait partie des raisons principales pour lesquelles le PS a décliné aussi vite et aussi fort, le poids que ces gens-là ont acquis à l'intérieur de ce parti et à la tête de ce parti. On se souvient en particulier dans la période Hollande de la promotion Voltaire, donc tous ces énarques qui l'entouraient et qui lui ont fait faire beaucoup de bêtises. Mais Emmanuel Macron arrive au pouvoir dans ce contexte. Et avec ce background, cet arrière-fond, il est persuadé d'une chose, c'est que François Hollande avait dans beaucoup de domaines, essayé déjà de mener une politique assez libérale, avec les lois de travail, avec tout ce que vous avez connu dans ce domaine-là. D'autres, Sarkozy avait déjà essayé avant, etc. Il est persuadé, lui, que si la France a des difficultés économiques et sociales, c'est pas parce que les politiques néolibérales qui ont été menées ont été mauvaises et que c'était la mauvaise direction qui a été prise. C'est parce que on n'est pas allé assez vite, assez loin, assez fort dans leur mise en œuvre. Et donc lui, dans le contexte que je vous disais tout à l'heure, donc sa vision très, très verticale de la fonction présidentielle, donc lui, il décide d'aller vite, fort, très loin. Dans ce sens-là, c'est les ordonnances travail, etc., etc. Ce qui est important de mesurer, c'est à quel point, sur ce plan-là, il y a quand même une rupture majeure par rapport au début des années 2000 dans l'histoire sociale et politique de la France. C'est-à-dire que la France, c'est aussi, donc je vous ai parlé de l'appareil d'État, mais la deuxième dimension qui est très importante et qui est historique et qui vient de très loin, c'est que c'est un pays où les corps intermédiaires sont très faibles. On l'ignore en général ou on ne le prend pas comme ça, mais en fait, la Révolution française a été un très grand moment de libéralisme sur le plan économique et social. La première chose qu'ont fait les révolutionnaires quand ils sont arrivés au pouvoir,
ça a été d'éliminer les corporations. Donc, c'était des regroupements d'entrepreneurs qui étaient là pour limiter la concurrence, négocier les salaires entre eux, s'entendre sur qui avait le droit de s'installer, etc., etc. Donc, on considérait à ce moment-là que ça freinait le dynamisme économique du pays. Les rois avaient essayé de le foutre en l'air, mais ils n'y étaient jamais arrivés. Ceux qui y arrivent et qui le font de manière très décidée, c'est les révolutionnaires, avec en particulier deux lois, donc la loi d'Allard et la loi Le Chapelier, des lois de 1791, qui éliminent les corporations. Si vous voulez, Le Chapelier, quand il présente sa loi, il dit il ne doit plus rien y avoir entre l'État et le citoyen, plus aucun corps intermédiaire. La seule chose qui compte, c'est que chacun doit pouvoir négocier les prix des salaires, etc., etc., librement. Ça durera presque un siècle. Donc il faudra attendre la fin du 19e siècle pour qu'on ait à nouveau droit d'avoir des syndicats en France et qu'on leur reconnaisse le droit de négocier collectivement des accords, etc. etc. Et le mouvement syndical s'en est jamais remis en France. C'est une des données très longues, c'est-à-dire que le syndicalisme a toujours été très faible, sauf à quelques périodes très courtes. 36, 45, 68. Mais le syndicalisme a toujours été très faible. C'est une des principales différences avec ce qui s'est passé dans les pays scandinaves ou germaniques, qu'on prend souvent en modèle. Si vous voulez, la principale différence, c'est que le passage du féodalisme au capitalisme dans ces pays-là s'est fait beaucoup plus progressivement, et en particulier sans éliminer les corporations et ce que ça veut dire. Et si la négociation collective, si le syndicalisme est beaucoup plus fort dans ces pays-là, c'est pas seulement ou pas principalement parce que les ouvriers, les salariés sont mieux battus dans ces pays-là que chez nous, c'est beaucoup parce que cette histoire a perduré et que cette habitude de négociation collective entre entreprises, avec les salariés, etc., n'a pas connu la rupture qu'il y a eu en France. Pour autant, en France, à partir du début des années 2000, avec les difficultés en particulier qu'il y avait eu avec les 35 heures, il y a un consensus droite-gauche assez large qui se forme pour considérer qu'il fallait que tout ça ne marchait pas très bien, qu'avec ces syndicats très faibles, cette négociation collective trop faible, l'État qui intervenait trop de droits, pas assez de négociations, pas assez de contrats, etc. On avait une situation qui était mal régulée, où il y avait des explosions sociales très régulièrement, etc. Et qu'il fallait social-démocratiser la société française, avoir plus de contrats, moins de lois, plus de négociations sociales. Donc c'était en particulier une idée qui était poussée par Nicole Notat, la CFDT et le MEDEF de l'époque, ce qu'on appelait la refondation sociale. Mais si vous demandiez à Bernard Thibault ce qu'il en pensait, sans le crier sur les toits, il en pensait aussi beaucoup de bien. Et donc c'est une perspective. Et la gauche n'était pas opposée non plus, en tout cas la gauche socialiste, n'était pas opposée non plus à cette perspective, et il voyait aussi des avantages. Donc ça a été mis en œuvre plus ou moins essentiellement par la droite, qui était au pouvoir à cette époque-là. Donc en particulier avec une loi en 2007. Comment il s'appelle le président du Sénat déjà la loi Larcher, oui, qui disait que on devait négocier, que si sur un sujet social, si le gouvernement envisageait de faire une loi, il devait d'abord y avoir une négociation entre les syndicats et le patronat, et que si cette négociation aboutissait, c'était ça qui devait devenir la loi. Donc c'est une loi qui s'inspirait de ce qui est prévu, qui n'a jamais été vraiment mise en œuvre à l'échelle européenne dans le traité de Maastricht, mais c'était une rupture très importante dans l'ordre politique français. Ceci dit, cette loi n'a jamais été vraiment mise en œuvre parce qu'il y avait quand même des tas d'échappatoires, et tous les gouvernements successifs les ont utilisés pour dire « ouais, mais quand même, là, il faut qu'on légifère, etc. » Mais enfin, c'était quand même dans l'esprit quelque chose de très important. Et il y a eu aussi, par la suite, la réforme de la représentativité syndicale,
qui est fondé désormais sur les votes des salariés dans les entreprises. Donc, l'idée de cette réforme qui a été faite en 2008 par Sarkozy, c'était très clairement, en gros, d'obliger la CFDT et la CGT à s'entendre pour négocier avec le patronat. Malheureusement, ce qui s'est passé par la suite, c'est que la CFDT et ses satellites ont eu 50,1% ou 50,5% des voix et n'ont plus besoin en fait de négocier, enfin de s'entendre avec la CGT pour pouvoir signer des accords avec le patronat, et c'est un peu ça qui a foutu en l'air la chose. Enfin, toujours est-il donc, et bon, Hollande avait essayé au début de son mandat de relancer cette mécanique avec un premier accord interprofessionnel, une première loi, mais ensuite avec la loi travail, il avait lui-même tout balancé, et il y avait déjà eu la loi Macron qui prévoyait toutes les choses sur les prud'hommes, etc., qui n'avaient pas été négociées avec aucun syndicat. Donc ça battait déjà de l'aile. Mais ce que fait Macron en arrivant, c'est qu'il dit tout ça, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas d'accord du tout avec cette idée qu'il faut des corps intermédiaires et qu'il faut de la négociation sociale. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, les néolibéraux sont des vrais étatistes, les plus étatistes de tous. Donc je mets en œuvre tout ça verticalement en négociant avec personne, y compris avec la CFDT, qui était pourtant pas trop mal lunée, enfin qui le voyait plutôt d'un bon œil, venir d'un bon œil. Il leur a dit, il les a envoyés chier comme les autres. Il n'a rien négocié du tout. Donc sur ce plan-là, c'est une rupture majeure avec donc ce qui avait été tenté par la droite et par la gauche dans les années 2000. Et à mes yeux, c'est une rupture. Enfin, c'est une connerie de penser que le social puisse se gérer comme ça. Donc, en faisant comme ça et d'autres choses sur lesquelles je vais revenir par ailleurs, donc il déclenche en particulier à la fois le mouvement des Gilets jaunes et les mouvements sociaux par rapport aux réformes des retraites, etc. Donc il est confronté avec les Gilets jaunes en particulier à une crise sociale et politique très grave, la plus grave depuis tout l'après-guerre, en termes à la fois de durée, d'intensité, de morts, de blessés, etc. etc. Donc là, il est obligé de mettre un peu d'eau dans son vin, mais la manière dont il met de l'eau dans son vin, c'est quand même toujours très bonapartiste. C'est l'histoire du grand débat national. Alors, le grand débat national en soi, c'est pas bonapartiste, donc il y a des gens qui ont cru, qui ont fait des cahiers de doléances, qui se sont réunis un peu partout, etc. Mais comme vous le savez sans doute, il n'en est rien sorti, jamais personne n'a fait vraiment la synthèse de tout ça. Donc il y a quelqu'un Didier Lebray, qui a fait un travail important, c'est le mari de Mazarine, qui a fait un travail important pour récolter toutes ces cahiers de doléances et en faire un bouquin là, qui vient de faire paraître. C'est un travail utile. Mais en tout cas, du point de vue de Macron, il n'en avait rien à faire. C'était juste un moyen de répondre à une crise sociale et politique très grave. Ce qu'il en a fait vraiment, c'est un one-man show d'une quinzaine de villes qu'il a visitées. Alors ça lui a sûrement appris un peu à connaître un pays qu'il ne connaissait pas du tout, parce que jusque-là, il avait traîné surtout dans le 8e arrondissement et à Bercy. Donc il a réglé ça de manière très, très bonapartiste à nouveau, avec cette histoire de... Pour lui, dialoguer avec les citoyens, c'est les citoyens choisis qui posent des questions préparées à l'avance et le président qui répond et qui donne les réponses, quoi. C'est ça la démocratie participative. Bon, je pense que donc c'est vraiment cette démarche fondamentale, et il l'a refait encore dans la manière dont a été gérée la pandémie, c'est tout à fait caractéristique. Donc c'est un régime où le Parlement n'existe pas, où le groupe parlementaire majoritaire n'existe pas, où le parti majoritaire n'existe pas. Il n'y a que le président, enfin le gouvernement n'existe pas, il n'a quasiment pas existé pendant la crise sanitaire.
avec cette histoire d'état d'urgence, enfin de conseil de défense sanitaire, etc. Donc c'est le président qui décide. Emmanuel Macron donc, est persuadé que non seulement c'est comme ça qu'il faut faire, mais il est persuadé aussi que c'est ce que les Français attendent. Et là, je pense qu'il commet une très grave erreur, qui est à l'origine du fait, donc c'est vrai qu'il fait plus que tout le monde aujourd'hui dans les sondages, mais enfin, il fait autant qu'en 2017. Il n'a pas élargi son assise, alors qu'il est censé avoir bouffé toute la droite conservatrice dans l'entretemps. Il fait toujours le même score. C'est un score qui est malheureusement très supérieur à ceux que font les candidats de gauche, mais c'est un score qui en lui-même est très faible. Donc il n'a pas élargi son assise. C'est notamment parce que je pense qu'il se fait une erreur complète, c'est-à-dire que les Français ont été bonapartistes. C'est vrai que Napoléon Bonaparte a été bien accueilli par les Français. Son petit-neveu, Napoléon III, a été plébiscité par les Français. Les Français ont bien voulu, ont failli vouloir de Général Boulanger. Ils ont en fait bien voulu, dans leur ensemble, de Maréchal Pétain quand même au début. Ils ont bien voulu du Général de Gaulle, etc. etc. Mais enfin, il y a un truc qui s'est passé entre-temps, c'est que la France a profondément changé. C'est-à-dire la France de Napoléon, c'était une France à 90% rurale, avec des paysans qui ne savaient pas lire et écrire dans leur ensemble. La France d'aujourd'hui, c'est une France qui est quand même allée globalement à l'école. Une des choses qui a été le plus massive dans les 40 ou 50 dernières années, ça a été l'élévation du niveau d'éducation initiale des Français. Alors, ça n'a pas été bien fait, ça a été fait dans des mauvaises conditions à bien des égards, mais ça a été fait. Et on est le pays de l'OCDE où le niveau d'éducation des gens a le plus augmenté dans les 40 dernières années. On était très en retard au départ. Mais donc aujourd'hui, ces Français très éduqués, et ils l'ont montré avec les Gilets jaunes, même dans les milieux populaires, ils veulent avoir vraiment leur mot à dire. Ils n'attendent pas du tout que les énarques et les gens qui ont des beaux diplômes leur disent ce qu'il faut faire. Je pense que là-dessus, ils se trompent complètement sur les attentes des Français, sur ce qu'il faut faire. Je pense que parmi les choses qu'il faut réellement faire avancer face à Emmanuel Macron, c'est toutes ces histoires de démocratie participative, c'est pas des gadgets, ça fait vraiment partie des choses qu'il faut aujourd'hui mettre en place si on veut en particulier faire bouger la société sur notamment la transition énergétique, etc. etc. Donc voilà, ça c'était le premier point. Donc, excusez-moi, j'ai déjà été très très long sur ce premier point, mais c'est vrai qu'il est important. Je vais essayer de raccourcir sur les autres, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais donc, le deuxième point qui lui tient à cœur, et là je rentre plus dans les sujets à proprement parler économiques, donc Emmanuel Macron, il veut faire absolument, et c'est l'idée de base de tous ces énarques depuis 40 ans, il veut faire baisser les dépenses publiques. Alors ça peut paraître bizarre parce que sur la dernière période, face à la crise sanitaire, il a fait l'inverse. Il ne faut pas se tromper. Réagir vigoureusement sur le plan budgétaire face à une crise, c'est une démarche très néolibérale aussi. Donc les pays néolibéraux, ce sont des pays où il n'y a justement pas beaucoup de dépenses publiques à la base. Ça veut dire qu'en particulier, il n'y a pas beaucoup de protection sociale. Ça veut dire qu'en particulier, vous n'avez pas beaucoup de systèmes qui permettent d'amortir, je dirais, automatiquement les crises, quand une crise s'enclenche, quand il y a du chômage, etc., etc. Il faut forcément, si on ne veut pas qu'elle s'aggrave et qu'elle dégénère, il faut forcément mettre beaucoup de sous dans la machine. Et les gens comme Thatcher, comme Reagan, etc., ils n'hésitaient jamais, ou Clinton, ou Obama, c'est dans la tradition anglo-saxonne néolibérale à fond de dire, face à une crise, on rigole pas, on met plein de sous dans la machine. Ceci dit, il l'a fait de manière très néolibérale en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de sous pour les très pauvres, il y a eu beaucoup de sous pour les entreprises,
Il y a eu beaucoup de sous pour les classes moyennes et pour les riches à travers les politiques monétaires. Enfin, c'est pas vraiment les politiques budgétaires, c'est pas vraiment lui, c'est beaucoup la BCE. Donc, c'était pas non plus très social en soi. Et par ailleurs, il a continué, mais je vais y revenir, à continuer même pendant la crise sanitaire à mener les politiques de fond, diminuer le nombre de lits d'hôpitaux, etc., etc. C'est pas vraiment un tournant idéologique profond pour lui que cette affaire-là. Il l'a déjà montré d'ailleurs en mettant tout de suite en place, dès que les situations s'est un tout petit peu améliorées, la réforme du chômage, enfin de l'assurance chômage qu'il avait prévu de mettre en place. Il le fait aussi en annonçant d'ores et déjà que le premier truc qu'il fera, c'est une réforme des retraites pour baisser les retraites, retarder l'âge de départ, etc., etc. Donc il n'y a pas eu. Enfin, c'est pas le signe d'un changement fondamental d'attitude, le fait qu'il ait le quoi qu'il en coûte pendant la crise elle-même. Donc, et ce qui se trouve, c'est que cette idée qu'il faut faire baisser les dépenses publiques, c'est une connerie majeure, parce que et c'est pas une question de droite-gauche ou de sortir du capitalisme, etc. C'est que même pour le bon fonctionnement de l'économie capitaliste privée, même pour les profits privés des acteurs privés, en fait, il faut de plus en plus de dépenses publiques pour que nos sociétés fonctionnent bien, parce que on est dans des sociétés où il y a de plus en plus ce qu'on appelle de la division du travail, c'est-à-dire que chacun ne fait qu'un bout de la production des biens et des services dont on se sert tous. Si vous voulez, dans le temps, il y a très longtemps maintenant, mais chacun tissait ses vêtements, les cousait, et enfin c'est Pénélope avec son machin, là, etc. Tissait ses vêtements, les cousait, chacun faisait son pain, etc. Aujourd'hui, tout ce travail est divisé. Et quand le travail est divisé, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de personnes qui doivent être coordonnées pour qu'on ait ce qu'il faut comme bien et comme service. C'est plus efficace parce que bien organisé, on produit beaucoup plus de choses que si chacun tisse ses vêtements et les coups. Mais ça nécessite donc de coordonner plein de gens, plein d'organisations, etc. Et pour pouvoir coordonner plein de gens, plein d'organisations, il faut beaucoup de ce que les économistes appellent des biens publics, c'est-à-dire des trucs qui soient présents partout en permanence pour que ça fonctionne suffisamment bien. Des biens publics, c'est il faut du courant électrique parce que si vous n'avez pas du courant électrique qui est distribué en permanence, les usines ne marchent pas et les transports ne marchent pas, etc. Les feux rouges ne marchent pas, etc. Il faut que les transports marchent, il faut que les communications marchent, il faut que les salariés soient bien éduqués. L'éducation, si vous voulez, c'est un bien public parce que les riches peuvent se payer une bonne éducation, mais pas les pauvres si c'est pas l'État qui le fournit. Or, si les pauvres sont pas bien éduqués, vous pouvez pas mettre en œuvre des machines compliquées, des technologies nouvelles. Vous pouvez pas avoir d'innovation parce que vous avez un tout petit réservoir d'innovateurs qui sont les très riches tout seuls, etc., etc. Donc, il faut en fait de l'action publique pour que tout le monde puisse être éduqué. Et c'est la même chose pour la santé. On le voit bien encore à nouveau à travers cette pandémie. Les riches, ils peuvent se payer des médecins, des médicaments, etc. Mais si les pauvres ne sont pas bien soignés, les riches ont forcément tendance à tomber malades plus souvent parce que même s'il y a beaucoup de ségrégation spatiale, etc., entre les riches et les pauvres et les riches, ils ont quand même une certaine tendance à se croiser, ne serait-ce que parce que les pauvres, ils sont là pour travailler pour les riches. Hein. Donc si les pauvres sont pas bien soignés, les riches tombent malades plus souvent. Donc c'est pour ça qu'il faut soigner les pauvres. Et pour soigner les pauvres, il faut mettre en place des systèmes publics pour les soigner. Donc on l'a fait à l'échelle nationale. On se rend compte avec ce genre d'épidémie qu'il faut le faire en plus à l'échelle mondiale si on ne veut pas être emmerdé. Et donc c'est une dynamique qui est à l'œuvre depuis très longtemps.
mais c'est une dynamique qui s'approfondit, se poursuit, en particulier dans le contexte de la mondialisation. Il faut de plus en plus de ces biens publics pour que ça marche bien. Et donc, il faut de plus en plus d'actions publiques pour que l'économie privée fonctionne. Hein. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est pas une question de gauche et de droite et d'anticapitalisme. C'est pour que les capitalistes fonctionnent bien, il faut des dépenses publiques et des dépenses publiques qui s'accroissent. Donc, dans ce contexte, tous les efforts qui ont été faits par Emmanuel Macron et ses semblables depuis 40 ans pour diminuer en particulier les coûts de fonctionnement de l'appareil d'État, c'est une connerie majeure. C'est-à-dire qu'on est un pays, par exemple, où on dépense 2 fois moins que l'Allemagne et la plupart de nos voisins pour faire fonctionner le système judiciaire en pourcentage du PIB. Celui qui croit que c'est un avantage compétitif quelconque pour l'économie française, il se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au cou. Il faudrait évidemment dépenser plus pour la justice pour que les boîtes n'attendent pas des années avant que les litiges soient réglés, etc., etc., ou leurs salariés. Donc c'est pareil, pas payer les enseignants et leur faire perdre du pouvoir d'achat pendant 20 ans, c'est une connerie majeure parce qu'on n'arrive plus à recruter d'enseignants, ils sont démotivés et donc de toute façon vous ne pouvez pas faire de réforme si vous n'avez pas des gens motivés et qui vous accompagnent pour le faire. Donc si vous emmerdez vos fonctionnaires, en fait vous empêchez même de réformer l'État alors que c'est ce qu'ils voudraient faire théoriquement. Donc tout ça c'est une bêtise. Et de la même manière, enfin, l'idée que les dépenses publiques, enfin, si vous voulez, il y a quand même dans le débat public aujourd'hui l'idée, mais à gauche aussi, à l'inverse d'ailleurs, hein, l'idée que s'il y a 55% de dépenses publiques, ça veut dire qu'il n'y a que 45% de dépenses privées. C'est totalement faux, si vous voulez. L'État, l'appareil d'État, les collectivités locales, la fonction publique hospitalière, tout ça, ça consomme 20% du PIB. Hein. Donc il y a 80% d'économie privée en France. Simplement, une partie de cette économie privée est alimentée par des transferts qui sont organisés par l'État. C'est vrai en particulier des dépenses de protection sociale qui sont constituées pour l'essentiel d'argent qui est pris d'un côté et redonné immédiatement de l'autre à des chômeurs, à des retraités, à des malades, etc., par la sécurité sociale. Donc l'idée que l'économie se divise entre un secteur public et un secteur privé et que c'est la lutte de l'un contre l'autre, elle est complètement fausse. En fait, l'économie, c'est un continuum entre des situations où vous avez de l'action publique exercée par le secteur public, vous avez de l'action publique qui est exercée par un secteur privé à but lucratif ou pas, c'est tout ce qu'on appelle la délégation de services publics, qui est assez fréquente, qui pose des problèmes, mais qui peut être aussi des solutions à d'autres moments. Vous avez du privé, enfin si vous voulez, le privé qui reçoit rien de l'État ou d'une manière ou d'une autre, c'est devenu peanuts en fait. C'est à la limite les marchands sur les marchés de nos villes, mais toutes les grandes boîtes reçoivent des subventions en grande quantité, sont régulées par des instances publiques, etc., etc. Donc on n'est pas du tout dans cette situation-là, et l'idée qu'il faille faire baisser les dépenses publiques est une idée complètement fausse. Le meilleur moyen de savoir qu'un pays se développe, c'est vous regardez l'évolution de la part des dépenses publiques dans son PIB. Si elle augmente, c'est qu'il est bien barré. Si vous regardez ce qui s'est passé en Turquie, ce qui s'est passé en Corée, ce qui s'est passé au Japon dans toute l'après-guerre, etc., toute l'histoire, c'est une hausse fantastique des dépenses publiques. Et la causalité, c'est pas, ils n'ont pas augmenté les dépenses publiques parce qu'ils devenaient plus riches et qu'ils pouvaient se permettre d'avoir des trucs sociaux. C'est toujours l'inverse. C'est-à-dire que ce sont des régimes qui ont choisi d'augmenter leurs dépenses publiques pour la santé, pour l'éducation, etc. Et c'est parce qu'ils ont fait ça qu'ils sont sortis du sous-développement et qu'ils ont réussi à construire des économies performantes, etc. Le problème des pays du Sud qui ne s'en sortent pas, le problème de l'Afrique, c'est pas du tout qu'il manque d'entrepreneurs.
Si vous allez sur un marché africain, c'est un dynamisme commercial, entrepreneurial tout à fait fou, etc. Le problème de ces pays-là, c'est qu'ils manquent d'un appareil d'État efficace, capable de mettre en œuvre des politiques publiques qui ne consistent pas simplement à remplir les poches du clan, etc. Il manque d'un appareil d'État efficace qui construise ces politiques publiques pour sortir du sous-développement. Ce n'est pas que de leur faute. La Banque mondiale, le FMI et le colonialisme ont joué des rôles, etc. Mais le problème, c'est bien ça. C'est pas qu'ils manquent d'entrepreneurs et d'initiatives privées, c'est qu'ils manquent d'action publique. Alors, quand on veut abaisser les dépenses publiques dans un pays comme la France, donc ils ont essayé sur le fonctionnement de l'appareil d'État, c'est une connerie et ça marche mal. Si vous voulez, en fait, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas eu de hausse depuis 40 ans de la part du PIB qui est consacrée au fonctionnement de l'appareil d'État en France. Il y a eu un développement important de l'emploi, etc., dans les collectivités locales, avec parfois un peu d'abus sans doute liés à du clientélisme local, etc., c'est vrai. Mais il y a eu une baisse tellement forte en parallèle de l'emploi et des rémunérations, en tout cas relatives, dans l'appareil d'État central, que l'un plus l'autre, en fait, c'est complètement stable depuis 40 ans en France. Mais ce qui a augmenté, c'est vrai, c'est les dépenses principalement de protection sociale. Donc, quand vous êtes néolibéral, absolument convaincu qu'il faut absolument baisser les dépenses publiques, la première chose qui vous vient à l'idée, c'est on va baisser les dépenses de protection sociale. Le problème, c'est que quand on veut baisser les dépenses de protection sociale, je vais peut-être m'arrêter à ce point-là, d'ailleurs, parce que je sais pas si je suis à nouveau très très long. Quand on veut baisser les dépenses de protection sociale, il y a des pays où il y a beaucoup moins de protection sociale et de dépenses de protection sociale que chez nous. Le problème, c'est que les gens ne sont pas plus avancés parce qu'il y en a moins. Si vous baissez les dépenses d'assurance maladie, et s'il faut que les gens s'assurent de manière privée, c'est déjà le cas un peu avec les complémentaires, mais si on va encore plus loin, s'ils doivent s'assurer de manière privée sur un marché concurrentiel pour l'assurance maladie, en fait, ils paieront plus cher. C'est ce qui se passe aux États-Unis, et ça s'explique assez simplement. Est-ce que vous savez combien ça coûte de faire fonctionner l'assurance maladie en France? Quelle est la part des dépenses d'assurance maladie qui est consacrée au fonctionnement de l'assurance maladie? Ça coûte 5% des dépenses maladie. Si ça devait être assuré par des assureurs privés sur un marché concurrentiel, à votre avis, ces 5%, ils deviennent quoi? Ils deviennent 15%. Les 5% de la Sécu, peut-être qu'ils deviennent 4% parce que AXA, Generali, etc., ils mettent en place des logiciels plus performants, ils mettent un peu plus la pression sur les salariés pour qu'ils prennent moins de pauses, etc., etc. Peut-être même qu'ils sont capables de répondre au téléphone, je ne sais pas. Mais en tout cas, à ces 5%-là, il faut rajouter 10% de dépenses de marketing pour dire à chacun d'entre nous venez chez moi, pas chez le voisin. Alors, en tant qu'ancien responsable de journal, j'ai rien contre qu'il y ait plus de pubs des assureurs, mais au bout du compte, il y a quelqu'un qui les paye. Hein. Et c'est forcément l'assuré qui le paye. Bon, c'est la même chose pour les retraites. En plus, les retraites, ça fait prendre des risques individuels aux gens qui ne sont pas habitués, qui ne savent pas gérer leur épargne, et c'est de la folie. Mais donc, d'une part, vous améliorez rien pour personne, en fait, parce que, enfin, à part les très riches qui payent peut-être moins qu'aujourd'hui en cotisant, mais la plupart des gens, ça leur coûte plus cher de passer par le privé concurrentiel que par les systèmes socialisés aujourd'hui. En plus, si vous voulez, si vous faites une protection sociale plus faible, donc l'argument de gauche pour faire ça, c'est de dire ouais, mais c'est pas juste parce qu'aujourd'hui, on donne des allocations familiales aux riches, on donne de l'assurance maladie aux riches, ils pourraient se débrouiller tout seuls et on devrait, et le Parti socialiste l'a dit lui-même aussi, en particulier à un moment sur les allocations familiales, par exemple, on pourrait dépenser moins si on n'en donnait qu'aux pauvres.
Le problème, ça peut sembler sympa de dire ça, et on pourrait en donner plus aux pauvres si on faisait que pour les pauvres. Mais en fait, ça, c'est un piège à con complet, parce qu'une protection sociale qui est réservée aux pauvres, c'est toujours une protection sociale pauvre. Si vous voulez, si les prestations sont réservées aux pauvres et que c'est les riches qui les payent, les riches font toujours suffisamment de pression au niveau électoral, politique, etc., pour faire en sorte qu'on ne donne pas grand-chose aux pauvres et qu'on mette plein de conditions. Dès qu'on leur donne quelque chose, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils ne boivent pas, qu'ils soient, etc., etc. Donc, une protection sociale qui est généreuse pour les pauvres, c'est forcément une protection sociale qui donne de l'argent à tout le monde, parce que c'est la condition pour que les riches ne gueulent pas. Hein. Donc cette idée est fausse. Et en particulier, il y a une autre idée, il y a une autre chose qui est très importante à comprendre dans le cas français en particulier, c'est que si vous abaissez les dépenses publiques, vous foutez en l'air le pays. Parce qu'on est un pays qui est très inégalitaire du fait de son histoire sur le plan territorial, où beaucoup de la richesse produite est concentrée en région parisienne en particulier, du fait de l'histoire, de la centralisation, etc. Mais on est un pays qui est très égalitaire du point de vue des revenus des gens. C'est-à-dire qu'on est un pays où, en fait, il y a peu d'écart du côté des revenus entre les différents territoires. Mais c'est uniquement parce qu'on a des niveaux de dépenses publiques très élevés, et en particulier des niveaux de dépenses sociales très élevés, et en particulier des niveaux de dépenses de retraite très élevés, qui font que on irrigue comme ça l'ensemble du territoire. Si on baisse vraiment les dépenses publiques, il faut m'expliquer ce qui se passe dans la Creuse et qu'est-ce que ça devient dans ces coins-là. Hein. Et c'est en gros l'histoire des Gilets jaunes aussi. Hein, ça fait un moment que ça dure, que tous ces gens-là veulent abaisser les dépenses publiques et que ça pose des problèmes d'inégalité territoriale et du renforcement des inégalités territoriales. Et les gens le comprennent bien. Hein. Donc celui qui veut baisser les dépenses publiques en France, il fait éclater le pays, en fait. Il y a tout un discours qui était déjà celui de Hollande, mais qui est beaucoup celui de Macron, qui est de dire, en gros, on a des métropoles qui sont compétitives, mais elles ne sont pas assez compétitives à l'échelle mondiale parce qu'elles payent trop d'argent à un arrière-pays pour entretenir un arrière-pays où il ne se passe plus rien. D'une part, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Si les métropoles sont attirantes, c'est notamment parce qu'il y a un arrière-pays où il se passe des choses. Enfin, je veux dire, si les cadres des multinationales, si vous voulez, vous savez qu'on est un des pays qui reçoit le plus de multinationales et d'entreprises internationales qui veulent s'implanter chez nous. C'est parce que les cadres sont attirés par le fait que, oui, il y a Nantes, c'est dynamique, mais si vous allez dans l'arrière-pays ou sur le bord de mer, etc., il y a, même dans les coins où il n'y a pas grand monde, il y a des services publics, il y a des routes, il y a des machins, etc., etc. Donc, si vous foutez ça en l'air, je pense que vous atteignez en fait la compétitivité du pays et en fait aussi vous faites éclater le pays, ce qui était déjà ce qui a failli se passer avec les Gilets jaunes dans un contexte comme ça. Bon, je ne sais pas comment faire parce que là je suis mal barré. Je vais peut-être m'arrêter là. Si vous voulez, je voulais vous parler après de ce qui se passait sur le plan du travail, et en particulier du travailler plus et gagner moins, donc qui est l'idée de base de ces gens-là, et sur le plan fiscal. Mais on peut peut-être aborder ces questions dans un échange, parce que je risque d'être encore trop long. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Ma crainte, c'est juste sur la retransmission du live. Que ça coupe à un moment de batterie. Mais Okay. je vais essayer de le prolonger, donc, mais c'est pas peut-être à poursuivre encore. D'accord, je poursuis. Excusez-moi d'être trop long. Donc l'autre idée de base de ces gens-là, c'est il faut travailler plus pour gagner moins, parce que le problème de la France, c'est qu'on a un coût du travail trop élevé, etc., etc. D'une part, c'est pas vrai. Il n'y a eu aucun dérive des coûts salariaux depuis le début des années 2000 en France, y compris avec les 35 heures,
y compris avec les 35 heures. On est un des pays où les coûts salariaux ont le moins augmenté en Europe. Ils ont beaucoup moins augmenté qu'en Italie, qu'en Espagne, etc. Ce qui s'est passé, par contre, ce qui est vrai, c'est que l'euro, quand il était né en 1999, il valait 0,90 dollars et il est monté à 1,10, à 1,50 au milieu des années, enfin vers 2008. Donc là, ça a été un choc terrible en termes de compétitivité, mais pour toute l'Europe, pour toute l'industrie européenne. Parce que ça veut dire que le coût du travail, en fait, l'écart de coût du travail s'est accru beaucoup, y compris avec des pays comme la Corée, comme le Japon, etc., dont la monnaie était indexée sur le dollar par rapport à ce que ça valait en France et en Europe. Donc, tous les pays européens ont été soumis à la désindustrialisation pendant cette période-là. Les Européens n'ont pas vraiment gueulé et essayé de contrer ce mouvement pour une raison simple, c'est que du point de vue du consommateur, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça veut dire que les t-shirts sont pas chers, ça veut dire que le pétrole est pas cher, ça veut dire que les téléphones portables qu'on fabrique pas et qui viennent d'Asie sont pas chers, etc., etc. Mais l'histoire de la désindustrialisation en France et en Europe, c'est pas les 35 heures, c'est pas la hausse des coûts salariaux en France par rapport au reste. C'est cette histoire-là de la montée de l'euro par rapport au dollar dans les années 2000. Il y a une exception importante, et vous la connaissez, et on en parle beaucoup pour ça, c'est l'Allemagne. Mais cette exception, elle ne vient pas non plus des réformes Schröder, elle vient de trois choses. D'une part, la spécialisation internationale de l'Allemagne était très adaptée au développement industriel des pays du Sud et de la Chine en particulier. Donc, c'est les champions du monde des machines. Donc, quand il y a des usines qui poussent comme des champignons en Inde, au Brésil et surtout en Chine, il y a plein de machines allemandes qui sont vendues. Les seules machines françaises qui existent encore, c'est des centrales nucléaires dont personne ne veut. Donc, on n'a pas de machines à vendre quand on construit des usines. Et l'autre truc que les Allemands vendent, c'est des grosses voitures. Et aussi, quand les Chinois deviennent suffisamment riches pour acheter des grosses voitures, ils achètent des BMW, des Audi ou des Mercedes et pas des Citroën ou des Renault. Et donc, c'est pour ça que ça s'est mal passé. L'autre truc qui a été déterminant pour l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a racheté, en gros, l'Europe de l'Est. Si vous voulez, l'Allemagne, c'est un pays qui exporte beaucoup, mais c'est un pays qui importe aussi beaucoup. Ils exportent 2,5 fois plus que nous, mais ils importent 2 fois plus que nous, en rapporté au PIB. Et donc, c'est un pays qui a beaucoup délocalisé dans les pays d'Europe centrale et orientale, en Pologne, etc., etc. C'est ce qui leur a permis de compenser la hausse de l'euro et la hausse de leurs coûts dans la fabrication des produits qu'ils vendaient ensuite en Chine, etc. Si vous voulez, avant la réunification allemande et avant l'entrée de la Pologne et tout ça dans l'Europe, le pays à bas coût qui fournissait l'Allemagne en sous-traitance, c'était la France. Après, c'est la Pologne, c'est la Hongrie, c'est la Tchéquie. Et les Allemands, ils gagnent parce que même si les salaires ont beaucoup augmenté en Pologne, etc., ils restent aujourd'hui 4 fois plus faibles que quand ils se fournissaient en sous-traitance en France. Donc c'est ça les raisons de l'exception allemande, mais c'est pas un problème spécifiquement français. L'Italie a subi la même chose que la France, etc., etc. Donc les énarques comme Macron sont aussi absolument persuadés que c'est la faute en gros des ouvriers français si on s'est désindustrialisé, si on va mal. Mais en fait, c'est beaucoup plus la faute de leurs copains de promotion qui sont à la tête des grandes entreprises. Donc les patrons français, je vous ai dit tout le mal que je pensais de la conception des hauts fonctionnaires de l'État français, mais en fait c'est la même chose dans les entreprises. C'est-à-dire on est resté un pays très féodal, très monarchique, non seulement au niveau de l'appareil d'État, mais aussi au niveau des entreprises. Donc ce qui fait que ça va mal, ce qui fait qu'on s'est désindustrialisé, c'est beaucoup la faute des dirigeants d'entreprises français
si vous voulez, qui sont en particulier donc issus de ces grandes écoles, etc., et beaucoup des énarques. Avoir des dirigeants d'entreprise qui sont des énarques et qui arrivent à la tête d'une grande entreprise parce qu'ils étaient dans le bon cabinet ministériel avant, etc., ça pouvait avoir du sens quand l'économie française était relativement fermée et où l'enjeu principal pour une grosse boîte, c'était d'avoir des bonnes relations avec l'État et l'appareil d'État pour avoir des subventions et des commandes publiques. Mais dans un monde où il s'agit de négocier avec des Indiens, des Chinois et des Brésiliens, le fait d'avoir à la tête de son entreprise un énarque qui est là parce qu'il vient du cabinet ministériel, mais qui connaît rien à ce que fabrique la boîte, qui y a passé 3 ans et qui ne sait pas comment ça se passe dedans, c'est pas lui qui va bien négocier avec un Chinois ou un Indien. Quand il y a un patron allemand qui a commencé tout petit à 15 ans comme apprenti dans la boîte et qui a monté tous les échelons et qui vient expliquer à un Chinois ou un Brésilien comment ça marche le truc qu'il veut lui vendre, il est plus crédible. Et ça se passe mieux pour lui. Donc c'est vraiment beaucoup les patrons qui sont responsables de cette désindustrialisation. Il y a un truc qui joue un rôle aussi, qui est important et qui a été mené par tous les dirigeants politiques de droite et de gauche depuis 40 ans en France, 30 ans. C'est la priorité aux bas salaires, c'est les exonérations de cotisations sociales à proximité du SMIC. Hein. Donc ça fait 30 ans, c'est Martine Aubry qui avait commencé en 90, qu'on nous tient le discours. On a beaucoup de chômeurs peu qualifiés, c'est parce qu'on ne crée pas suffisamment d'emplois peu qualifiés. Il faut créer davantage d'emplois peu qualifiés. Pour créer davantage d'emplois peu qualifiés, il faut abaisser le coût du travail peu qualifié. Et pour ça, on abaisse le coût du travail à proximité du SMIC en mettant en place des exonérations de cotisations sociales. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de cotisations sociales, en tout cas patronales, au niveau du SMIC. On est arrivé au bout de la course. On en est à payer presque les patrons, en tout cas on paye les salariés quand ils embauchent des smicards. Et ce qu'il faut bien mesurer, c'est que ça a été une catastrophe pour les pays. C'est-à-dire que ça n'a rien résolu du côté des chômeurs peu qualifiés, parce que le problème des chômeurs peu qualifiés, surtout quand ça fait un certain temps qu'ils sont chômeurs, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que de les requalifier pour leur trouver une place sur le marché du travail. Quand on parle d'emplois peu qualifiés, c'est pas vrai en fait. Il n'y a pas d'emplois peu qualifiés, il y en a de moins en moins. Pour travailler aujourd'hui, il faut savoir se servir d'un ordinateur, d'un téléphone portable, savoir avoir des bonnes relations avec des clients, avec des collègues, etc. etc. Si vous êtes désocialisé, si vous êtes analphabète, vous ne trouvez pas de boulot. Ça coûte cher, mais il faut requalifier les gens pour leur trouver du boulot. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas les chômeurs peu qualifiés qui ont pris ces boulots-là, c'est les jeunes très qualifiés, parce qu'on a mené 2 politiques totalement contradictoires sur le terrain de l'éducation et sur le terrain de l'emploi. Sur le terrain de l'éducation, on a voulu avoir des gens mieux qualifiés, plus éduqués, etc. Sur le terrain pendant que dans le même temps, sur le terrain de l'emploi, on essayait de créer des emplois de smicards. Donc c'est ces jeunes qui ont eu ces emplois de smicards. Et non seulement ils ont eu ces emplois de smicards, mais ils y sont restés, parce que cette politique d'abaissement des cotisations sociales à proximité du SMIC, ça a comme conséquence de faire qu'il y a ce qu'on appelle une trappe à bas salaire. C'est-à-dire que quand les patrons augmentent les salariés qui sont au SMIC, les cotisations sociales qu'ils payent augmentent beaucoup plus vite. Si vous augmentez quelqu'un qui est au SMIC de 10%, en fait, le coût du travail, il augmente de 20% dans le même temps. Donc c'est assez dissuasif. Et donc ce qui s'est passé, c'est que non seulement on a beaucoup de smicards, mais qu'en plus les gens ils restent au SMIC ensuite. Et donc c'est un gros problème social et c'est un gros problème politique. Si les jeunes sont mécontents, votent pas, etc., c'est beaucoup pour ça, c'est qu'ils perçoivent cette politique comme une politique anti-jeune et ils ont raison. Et on leur dit éduquez-vous et après on leur donne que des boulots de smicards, ça ne peut pas marcher. Mais c'est aussi une très grosse difficulté sur le plan industriel. Parce que, en fait, dans l'industrie, ce n'est pas là qu'il y a les smicards, c'est beaucoup dans le secteur des services.
Le secteur des services, il n'est pas vraiment exposé à la concurrence internationale dans beaucoup de domaines. Si vous voulez, vous n'allez pas aller faire vos courses à Londres parce que c'est moins cher par rapport au supermarché du coin ou vous faire couper les cheveux au Bangladesh, etc. Donc le secteur des services est moins soumis à la concurrence, mais c'est là qu'il y a les smicards. Donc quand vous faites une politique comme ça, comme on n'a pas abaissé beaucoup les dépenses publiques et sociales, en particulier en parallèle, en fait, les gens qui payent ça, c'est le travail qualifié. Donc on a augmenté les cotisations sociales sur le travail qualifié. Et le travail qualifié, c'est aujourd'hui ce qu'il y a dans les entreprises industrielles. Vous laissez les robots qui font le boulot à la chaîne, etc. Et c'est l'industrie, c'est des ingénieurs, c'est des gens comme ça pour l'essentiel aujourd'hui. Donc on a pénalisé l'industrie en menant cette politique-là. Si vous voulez, les secteurs industriels payent aujourd'hui une fois et demie, en proportion de leur valeur ajoutée, payent une fois et demie plus de cotisations sociales patronales que le secteur des services. Donc on s'est tiré une balle dans le pied, non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan économique, industriel en particulier, avec cette politique-là. C'est une politique comment il s'appelle, l'ancien patron de la SNCF et d'Airbus, le rapport Gallois voulait remettre en cause en 2012 avec Hollande. Ce que disait Gallois, c'était ça. En gros, c'est faut arrêter vos conneries. En fait, on a un vrai problème de coût du travail qualifié. On n'a pas un problème de coût du travail peu qualifié. Simplement, ça ne s'est pas fait ensuite. C'est-à-dire, on n'a pas réorienté cette politique pour une raison assez simple qui tient à des raisons politiques assez simples. C'est qu'en fait, chaque député a dans sa circonscription beaucoup plus d'emplois et d'employeurs de services que d'employeurs industriels qui sont en général très concentrés dans quelques coins particuliers en France. Donc, rééquilibrer les choses en faisant payer plus le travail par le secteur des services pour pouvoir le faire payer un peu moins dans le secteur industriel, ça passe assez mal sur le plan électoral et politique. Donc, ça n'a pas été fait, et en tout cas, Emmanuel Macron a continué à le faire, à vouloir abaisser le coût du travail à proximité du SMIC. Mais on aboutit à une situation qui est une situation folle, c'est-à-dire que avec en particulier ce qu'on appelle la prime pour l'emploi. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, les libéraux, les ultra-libéraux, quand on les pousse leur logique, ça aboutit au soviétisme, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, aujourd'hui, c'est l'État qui paye une partie significative des salaires à travers la prime la prime d'activité ou la prime pour l'emploi, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est versée aux gens qui reçoivent des trop bas salaires. Donc la logique néolibérale pousse, quand vous la poussez au bout, vous arrivez à une situation soviétique où vous avez à la fois des mastodontes privés qui sont en situation de monopole et où c'est l'État qui paye les salaires à la place des entreprises. Donc on est un peu dans cette situation-là, mais avec Macron, il continue à nous pousser dans toutes ces directions qui sont la cause de nos difficultés. Donc il ne veut pas remettre en cause le pouvoir des dirigeants dans les entreprises et mettre en place la codétermination. Si vous voulez, si les Allemands s'en sortent mieux que nous, c'est aussi parce que c'est le pays où les actionnaires ont moins de pouvoir dans les entreprises. C'est le pays où les salariés pèsent le plus par rapport aux directions d'entreprise, avec une moitié de représentants dans les conseils d'administration, une moitié de représentants des salariés dans les conseils d'administration, plus un droit de veto des comités d'entreprise. Un patron allemand, il peut quasiment rien faire s'il n'a pas l'accord de son comité d'entreprise. Donc s'ils ont conservé une industrie, s'ils n'ont pas eu des tchourous qui voulaient faire des entreprises sans usine, etc., c'est à cause de ça. Peut-être je saute mon quatrième point et je vais juste à la conclusion, qui est de vous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, donc, on est mal barré face à Macron. Il faut comprendre une chose, je crois, qui est importante pour comprendre pourquoi on est mal barré. Pourquoi la gauche, le mouvement ouvrier est mal barré.
si vous voulez, le mouvement ouvrier a vécu depuis 200 ans sur une illusion qui est de dire dans la société, il y a les salariés et les capitalistes, il faut unir les salariés face aux capitalistes et tout ira bien et on va construire l'unité du salariat. Le problème, c'est que ça marche dans des sociétés où il n'y a pas beaucoup de salariés. On est dans des sociétés où il y a aujourd'hui 90% de gens qui sont salariés et où les non-salariés qui restent sont en fait des faux non-salariés. C'est des agriculteurs qui sont des quasi-salariés de la politique agricole commune, c'est des médecins qui sont des quasi-salariés de l'assurance maladie, c'est des faux salariés Uber, etc., des faux non-salariés Uber, etc., etc. Donc on est dans des sociétés qui sont quasiment entièrement salarisées. Et dans des sociétés quasiment entièrement salarisées, ça veut dire que les divisions qui traversent la société, elles passent à l'intérieur du salariat. Ça veut dire que le mythe de l'unité du salariat, il ne peut plus fonctionner. Ça veut dire qu'il y a des réelles contradictions, des réelles divergences d'intérêts entre les smicards, les fonctionnaires, les cadres, etc., qui notamment n'ont pas la même capacité d'épargner, n'ont pas les mêmes patrimoines de côté. Alors, il y a les 1%, mais il n'y a pas que les 1%. Hein. Et la société, ce n'est pas 1%, 99%. Il y a des contradictions très fortes entre tous ces gens-là. Et ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est le mythe de l'unité du salariat, il a survécu un certain temps, parce que les mythes peuvent survivre, à la disparition, enfin à la salarisation de la société. Mais depuis très longtemps, en fait, le mouvement ouvrier il est dirigé par l'élite du salariat. Ça a toujours été comme ça, mais l'élite du salariat a réussi à faire avaler aux vrais prolétaires qu'en fait, ils avaient les mêmes intérêts et qu'il fallait qu'ils se mettent ensemble. Et c'est ça qui ne fonctionne plus. Tant que les socialistes, tant que les communistes, tant que la FI, etc., essaiera de revivifier ce mythe de l'unité du salariat, ça ne marchera jamais. Il faut vraiment construire une alliance de classe entre les prolos et les autres. Et ça veut dire aussi faire des sacrifices pour les classes moyennes qui sont regroupées ici et dans l'électorat des partis qui nous rassemblent. Si vous voulez, les socialistes, ils disent toujours il faut toujours faire beaucoup plus. Enfin, ils ont dit toujours, mais maintenant c'est une histoire qui est finie, ils ont dit toujours on va faire plus pour les smicards, pour les pauvres et tout ça, etc. Quand ils sont au pouvoir, ils ne le font jamais. Mais il faut bien comprendre pourquoi. C'est que faire plus pour les smicards, augmenter leurs revenus, etc., ça veut dire que les cadres et les fonctionnaires, ils doivent payer leurs femmes de ménage plus cher, ils doivent payer plus cher quand ils vont au resto ou au café, ils doivent payer plus cher les gens qui entretiennent ou qui reconstruisent leur pavillon de banlieue, etc., etc. Ça veut dire qu'ils doivent perdre du pouvoir d'achat. Si vous voulez, vous pouvez demander à un Suédois comment ça se passe, mais si une bière, ça coûte très très cher à Stockholm ou à Copenhague, c'est pas seulement parce qu'ils ont une TVA à 25%, et c'est très bien, c'est aussi parce que le gars qui est derrière le bar, il coûte presque aussi cher qu'un prof ou qu'un cadre. Hein. Les écarts sont faibles. Donc c'est une politique d'alliance de classe qu'il faut mener avec les prolos si vous voulez les reconquérir. Mais ça veut dire aussi que c'est une politique qui implique des sacrifices pour les classes moyennes. C'est pour ça que je ne crois pas du tout au discours sur les 1% et les 99%. Je pense que c'est trop facile. Il faut taxer les 1%, il faut leur piquer une grosse partie de leur richesse, mais ça ne suffira pas pour résoudre la question. Voilà. Excusez-moi d'avoir été très long. Pas de souci. C'est très intéressant. Merci. Alors, on a eu un certain nombre de questions en ligne. Je ne sais pas si vous en avez aussi dans la salle à poser. Je vais reprendre celle qui est en ligne. Il y en a celle qui été posée en ligne. Alors, on a jusqu'où Macron peut-il aller dans les privatisations lors d'un second mandat? Voilà, une question de Véronique.
Une question sur les 35 heures. L'arrivée des 35 heures n'a-t-elle pas permis aux entreprises de se restructurer sans avoir à embaucher tout en n'augmentant pas les salaires? De Claire. À nouveau de Véronique. Une réindustrialisation de la France est-elle possible? Et dernière question, je fais un pack comme ça, je laisserai répondre. Que penser de la baisse du chômage sous Macron? Est-ce qu'il s'agit d'une vraie baisse ou d'une manipulation des chiffres? Ok. Bon, je vais commencer par la réindustrialisation. Oui, c'est vrai que c'est un sujet. J'ai évoqué tout le mal que je pensais de la politique des autres, mais je n'ai pas traité ça. Alors oui, ce qu'il faut comprendre, on s'en est mal sorti sur le plan industriel depuis 2 siècles pour une raison assez centrale, c'est qu'on est un pays très peu densément peuplé. Les pays qui s'en sont bien sortis sur le plan industriel, c'est le Royaume-Uni, c'est l'Allemagne, c'est la Belgique, les Pays-Bas, etc. C'est des pays très densément peuplés, parce que quand on est un pays très densément peuplé, ça veut dire qu'on a des villes partout, et comme on a des villes partout, on a des universités partout, on a des sous-traitants partout, on a des gens qualifiés partout, on a des finances, des moyens financiers partout. Un des gros problèmes de la France, c'est qu'on est 2 fois moins densément peuplé que ces pays-là, et donc on a des trous partout, et on a du mal à relier ces gens-là. Alors, d'une part, avec les moyens de communication modernes, ça devient un inconvénient plus relatif que ça ne l'était dans le temps, mais ça reste malgré tout un problème. Simplement, on a un atout majeur au XXIe siècle, si on ne le gaspille pas, c'est que justement, la matière première de base, la richesse de base du XXIe siècle, ça va être l'espace rural, ça va être la terre agricole, parce que il va falloir continuer à nourrir tout le monde et de plus en plus de monde à l'échelle mondiale malgré tout, et parce que l'essentiel de la fin des énergies fossiles, enfin la substitution aux énergies fossiles, ce sera la plupart du temps une utilisation directe ou indirecte de terres agricoles et de produits agricoles. Si vous voulez, le charbon, le pétrole, le gaz, c'est pour l'essentiel des produits agricoles qui ont été stockés pendant des millions d'années dans la croûte terrestre et qui se sont transformés petit à petit en gaz, en charbon ou en pétrole par la pression, la température, etc. etc. Si on veut remplacer ça d'une manière ou d'une autre, il faudra faire la même chose et donc utiliser de plus en plus de produits agricoles pour des usages non alimentaires, pour faire des matériaux de construction, pour faire des matériaux textiles, comme substitut au plastique, etc., etc., dans tout un tas d'applications. Donc ça veut dire que la ressource la plus rare au XXIe siècle, ça va être la terre agricole, et nous, on en a relativement beaucoup, à condition de ne pas la bouffer bêtement avec l'étalement urbain, et à condition aussi, c'est une des raisons pour lesquelles c'est une politique idiote de tout concentrer sur les métropoles et de laisser tomber l'arrière-pays que je disais tout à l'heure, à condition aussi de l'entretenir, d'y avoir des gens, de pouvoir y attirer des gens pour y faire des choses. Donc sur ce plan-là, je pense qu'on est bien adapté à une réindustrialisation verte au XXIe siècle, basée en particulier sur des sous-produits agricoles. Donc je pense qu'on a sur ce plan-là des atouts. Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour la France, pour l'Europe, décarboner l'économie, c'est pas simplement être gentil pour nos petits-enfants, pour le climat, c'est une nécessité absolue, immédiate, pour conserver notre modèle social.
parce qu'on est la zone la plus anciennement industrialisée au monde. Comme on est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, on est celle qui a le plus épuisé sur son propre territoire les énergies fossiles et les matières premières non renouvelables. Si on ne développe pas l'économie circulaire, si on ne se passe pas d'énergie fossile, on est mort, parce que ça veut dire qu'il faudra donner de plus en plus de sous à des gens aussi peu recommandables que Vladimir Poutine, Mohamed Ben Salman, et les Chinois, etc., pour les terrains, et tout ça, parce qu'on n'a pas ça chez nous. Donc, on peut et on doit être les champions de la transition énergétique, de la conversion écologique de l'économie, pas simplement pour être gentil avec le reste du monde, mais parce que c'est notre intérêt immédiat pour ça. Alors, les 35 heures ont-elles permis de se restructurer aux entreprises? Oui, et c'est très bien. Ça a permis effectivement de faire des gains de productivité, de mieux utiliser les machines et tout ça. Alors oui, c'est compliqué. Si vous voulez, en gros, l'histoire des 35 heures, c'est une histoire assez classique d'une chose qu'on appelle la théorie des jeux, qui fait que ce qui est optimum pour l'ensemble de la société n'est pas forcément optimum pour chacun de ses membres, et que c'est pour ça que ça se passe mal. Si vous voulez, les 35 heures, donc ça a été une très bonne affaire pour l'économie française, pour l'État français, pour l'industrie française, etc. Mais pour autant, pour chacun des individus qui avaient déjà un emploi, ça a consisté effectivement à la restructuration, donc qui fait qu'on n'a pas forcément gardé les mêmes horaires, on s'est mis à travailler peut-être un peu plus tôt, un peu plus tard, etc. Ça a consisté à parfois supprimer quelques pauses, etc., etc. Ça a consisté à voir son salaire non pas baisser, mais ne pas augmenter son salaire mensuel, hein, parce que le salaire horaire, il a augmenté. Mais son salaire mensuel ne pas augmenter, et même ne pas augmenter pendant plusieurs années, alors qu'il y avait de la croissance économique, donc les gens ne comprenaient pas pourquoi leur salaire mensuel n'augmentait pas, etc., etc. Donc, si vous voulez, vous avez fait 2 millions d'euros, c'est les gens qui étaient au chômage et qui ont trouvé un emploi. Mais même ces 2 millions d'euros, une fois qu'ils ont trouvé un emploi, 3 semaines après, ils gueulaient avec les autres sur les cadences infernales, les pauses supprimées, etc., les salaires bloqués. Donc, c'est un jeu où vous faites le bonheur de la société, mais vous faites le malheur de chacun des individus concernés, en gros, et vous êtes perdant politiquement. C'est un jeu qui ne peut être joué, et c'est là qu'on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les corps intermédiaires, qui ne peut être joué que s'il y a des corps intermédiaires puissants pour expliquer le lien qu'il y a entre le fait que ça se passe bien pour l'État qui rétablit ses comptes sociaux, pour l'emploi qui s'étend, etc., et le fait que chacun doit quand même faire des petits sacrifices dans ce contexte-là, pour que les autres, le voisin, le neveu, il ait un emploi, etc., etc. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, en Allemagne, chez Volkswagen, ils peuvent décider, quand ça va mal, de passer à la semaine de 30 heures et de baisser les salaires de 10% pour préserver l'emploi ou continuer à embaucher, etc. C'est parce que dans chaque atelier, vous avez un gars de lier métal qui prend trois ouvriers et qui leur dit si on ne fait pas ça, ça va mal se passer, ton neveu, ton cousin, il ne trouvera pas un boulot chez Volkswagen. À la fin, on leur explique pendant un mois, au bout d'un mois, les gens votent et ils sont d'accord. Il n'y a pas ça en France. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de corps intermédiaire pour expliquer pourquoi ça se passait bien en France et pas forcément très très bien pour chacun de ceux qui étaient directement concernés, mais que c'était normal et que c'était bien et qu'il fallait faire comme ça. Et donc, mais ça fait partie des problèmes si on veut aller plus loin sur la réduction du temps de travail. Il faut trouver, effectivement, il faut renforcer les corps intermédiaires qui peuvent expliquer ce jeu compliqué. Alors, est-ce que la baisse du chômage en France avec Macron, non, c'est pas du pipeau. Donc, c'est lié à des effets démographiques pour une partie non négligeable. Donc, beaucoup de départs de gens, de baby-boomers, etc. Et en parallèle, une démographie qui est quand même beaucoup moins
dynamique du côté des jeunes générations. C'est lié évidemment aux politiques monétaires très laxistes de la BCE depuis maintenant 8 ans, enfin 7 ans, depuis au moins 2015, et même un peu avant, 2012. Donc ça fait 10 ans qu'on a des politiques monétaires extrêmement avantageuses, enfin qui laissent filer la masse monétaire. Alors ça a plein d'inconvénients parce que ça profite surtout aux très riches, ça fait monter les prix des actions, des maisons, etc. Mais ça profite quand même à l'économie et ça permet de créer des emplois malgré tout. L'autre chose qu'il y a, qui est beaucoup plus négative, c'est qu'il y a par contre une baisse, il y a un arrêt de la montée du taux d'activité des femmes. Donc, pendant très longtemps, la part des femmes qui travaillent, qui cherchent un emploi ou qui travaillent, a augmenté régulièrement pour rattraper progressivement le niveau d'activité des hommes. Ce mouvement est complètement stoppé depuis 2008. Donc la crise de 2008 a marqué un coup d'arrêt et ça n'a pas repris. Donc, une partie de l'amélioration du chômage vient du fait qu'il n'y a pas plus de gens qui cherchent de l'emploi aujourd'hui, donc notamment du côté des femmes. Mais ce qui s'est passé du côté des hommes est encore plus grave, c'est-à-dire que le taux d'emploi des hommes a baissé, le taux d'activité des hommes, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ne cherchent plus de travail, depuis la crise de 2008 en particulier, et ça n'a pas remonté sur la dernière période. Donc il y a un effet aussi qui est lié au découragement et au fait qu'il y a une partie de la population, sans doute parmi les ex-chômeurs de longue durée, qui renoncent à chercher un emploi, qui renoncent à se présenter sur le marché du travail. Et une partie de l'amélioration du chômage, et une partie non négligeable, est liée à ça malgré tout. Donc, et sur la dernière période, toute dernière période, donc il y a eu un effet important, spectaculaire, plus important chez nous qu'ailleurs. Si vous voulez, l'emploi a augmenté malgré la crise du Covid. C'est lié effectivement au quoi qu'il en coûte, etc. Mais enfin ça, si Macron est réélu, on en reparlera après son élection. Hein. Mais bon, jusque-là, ça tiendra, et c'est sûr qu'il fera ce qu'il faut pour que ça tienne. Alors, les privatisations, si vous voulez, je ne suis pas sûr, enfin, les néolibéraux, ils sont quand même pas fous. C'est-à-dire qu'ils tiennent beaucoup quand même à ce que on privatise certes les profits, mais qu'on socialise bien les pertes. Donc je ne suis pas sûr qu'ils soient très, très chauds pour privatiser des activités pas rentables. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait un énorme programme de privatisation de ce qui reste aujourd'hui dans le cadre public, parce que c'est souvent justement dans une logique de socialisation des pertes que ça s'est fait et que ça se fait. Je pense plus qu'il y aura ce que je vous disais sur la baisse des dépenses de protection sociale, de dire c'est réservé aux pauvres, la logique anglo-saxonne, en gros beveridgienne, d'avoir une protection sociale qui est destinée aux pauvres, juste un filet de sécurité pour les pauvres et le reste qui va aux assurances privées. Ça c'est possible, mais pour le reste, privatiser, bon, en tout cas s'il fait des privatisations, c'est dans une logique où il y aurait derrière des subventions publiques massives quand même pour faire fonctionner les trucs. C'est un peu ce qu'ils ont fait pour les crèches ou les choses comme ça, en poussant justement les systèmes de crèches, enfin les offreurs de crèches privées, mais avec des subventions massives derrière, des choses comme ça. Mais privatisation au sens strict du terme, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans ce contexte-là. Voilà.
marche, merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Je voulais savoir si quand même certaines personnes n'échappaient pas au salariat, parce qu'il peut y avoir des rentiers quand même. Alors, ça me semble curieux de voir la société en termes de salariés. Si vous voulez, En plus, il y a plein de personnes qui travaillent sans être rémunérées. Donc, ça ne me satisfait pas totalement. donc il y a du travail, il y a du travail non rémunéré, oui. C'est en particulier donc il y a le travail domestique des femmes, qui est une partie importante du travail, une partie essentielle de l'emploi qui s'est créé depuis 50 ans. C'est un transfert de travail domestique des femmes vers des activités marchandes, enfin marchandes, pas forcément marchandes d'ailleurs, marchandes ou non marchandes, rémunérées, dans le domaine le plus spectaculaire, c'est probablement dans la cuisine. Donc, le transfert de la cuisine vers les plats cuisinés ou les cantines, etc. Donc ça c'est massif. L'autre domaine, et c'est un domaine dont on ne mesure, enfin une chose dont on ne mesure pas les impacts, le travail non rémunéré important, c'est le travail non rémunéré des retraités. Donc un des effets négatifs qu'on ne mesure jamais et dont on ne mesure pas bien l'impact du recul de l'âge de départ en retraite, c'est notamment la réduction de tout ce travail non rémunéré qui est effectué par les retraités, à la fois dans le travail domestique, pour la garde des enfants, dans leur famille, mais aussi dans tout le domaine associatif, etc. Donc, si on continue comme ça, il faudra les remplacer par de l'emploi rémunéré, probablement dans beaucoup de ces tâches. Donc, en termes, en tout cas, de dépenses, et notamment de dépenses publiques, je ne suis pas sûr qu'on s'y retrouve vraiment, mais bon, on est parti pour ça. Alors après, enfin, je ne mets pas les retraités dans la catégorie des rentiers, je les mets dans la catégorie des salariés quand même. Enfin, je pense qu'ils touchent leur retraite au titre d'anciens salariés, et pour moi, il reste des salariés à ce titre-là. Alors après, oui, des rentiers, il y en a très peu, donc c'est les 1% dont je parlais tout à l'heure. Mais je ne pense pas que la société française et les divisions de la société française se résument entre la lutte entre les 99 et les 1%. Je pense que si vous pensiez ça, vous iriez au-devant de très graves déconvenues et vous ne reconquéreriez jamais les vraies classes populaires si vous ne comprenez pas pourquoi il y a des problèmes entre vous et eux et pourquoi ils vous en veulent. Ils en veulent aux socialistes et à la gauche du gouvernement d'avoir mené une politique qui était trop orientée vers les classes moyennes et pas vers les classes populaires. Donc voilà. Et après, oui, les rentiers, les vrais, il faut rétablir l'ISF, il faut taxer beaucoup plus l'héritage, etc. Tout ça, pas de souci. Très bien, merci beaucoup. Alors, Et en plus, excusez-moi, je pense qu'il y a un truc qui est très important à comprendre, c'est qu'on peut le faire. C'est-à-dire que la période où on disait on ne peut pas taxer les riches parce que sinon ils vont foutre le camp, les paradis fiscaux, etc. Tout ça, c'est vraiment terminé. Un des trucs qui a vraiment changé après 2008, c'est la lutte contre les paradis fiscaux à l'échelle internationale. Si vous voulez, les paradis fiscaux, c'est vraiment pas difficile d'avoir leur peau. Paradis fiscaux, c'est toujours des tout petits territoires qui n'ont pas d'armée, qui pèsent rien au niveau géopolitique. Les paradis fiscaux, ils n'existent que pour une seule raison, c'est parce que les dirigeants des grands pays ne veulent pas faire de peine à leurs très riches et à leurs multinationales qui cachent leurs sous et leurs bénéfices. Depuis 2008, avec la vague de populisme en particulier,
les dirigeants des grands pays, à commencer par les dirigeants américains, ont compris que ça ne pouvait pas durer comme ça, qu'il fallait qu'ils récupèrent de la base fiscale. Et une des choses qui se fait réellement, qui avance, qui n'a même pas complètement arrêté avec Trump, par exemple, c'est ce qui se fait dans le cadre de l'OCDE sur la lutte contre les paradis fiscaux. C'est moins avancé pour les bénéfices des multinationales, mais pour ce qui est de savoir ce que les riches ont mis dans les paradis fiscaux, on a beaucoup plus de moyens. Il y a encore, ça reste les gendarmes et les voleurs, etc. Mais il y a beaucoup plus de moyens aujourd'hui de leur faire payer des impôts qu'il y avait dans le temps. Et si on ne veut pas leur faire payer des impôts, c'est parce qu'on ne veut pas, c'est pas parce qu'on ne peut pas. D'accord.